Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme vous vous en rappelez, le 25 décembre dernier, un Embraer 190 de la compagnie nationale de l'Azerbaïdjan se faisait toucher par des missiles en provenance du territoire russe et a fini par s'écraser en tentant un atterrissage sur la piste 11 de Atkou. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur le rapport préliminaire qui vient nous éclairer sur la temporalité de ce qui s'est passé, sur les faits tels que nous les connaissons après ce rapport préliminaire qui a pu s'appuyer sur les enregistreurs de vol, que ce soit l'enregistrement audio ou les enregistreurs au niveau des paramètres de l'avion. Spoiler alerte, il y a eu énormément de propagande dans les heures / les jours qui ont suivi, que ce soit en Russie, que ce soit en Europe, que ce soit chez nous, et même sur certaines de nos chaînes nationales. Vous allez voir qu'au vu des éléments révélés par ce rapport préliminaire, pas mal de théories sont un petit peu remises à mal. Donc ce que je vous propose, c'est de nous focaliser sur les faits tels qu'ils sont connus, partagés de manière officielle en ce mercredi 5 février afin de mieux comprendre ce qui a amené à cette tragédie. Jingle. Et nous allons commencer directement avec la temporalité. Je vous ai mis 3 traits de temporalité. Toute la phase initiale, ensuite la phase avec la prise de décision sur quel terrain de dégagement rejoindre, et ensuite la phase finale, malheureusement, du côté d'Atkou. On a essayé également de vous faire une petite carte. Vous allez voir des superpositions pour mieux comprendre la géographie. On n'est pas trop habitué à la géographie autour de la ville de Grozny en Tchétchénie, mais on attaque avec la temporalité. Le tout est en horaire zoulou. C'est donc l'heure de référence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, vous avez plusieurs heures d'avance par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en heure locale à Atkou, vous êtes 5 heures en avance par rapport à l'heure zoulou. Donc, on a un décollage de Bakou à 3h54. L'Embraer fait 42 tonnes. Il n'est pas à la masse maximum. Un Embraer comme ça peut monter aux alentours des 50 tonnes. Il part pour environ 500 km. Il monte au niveau 300 pour sa croisière. Il va perdre la réception des GPS alors qu'il se rapproche de la ville de Grozny. Un avion de ligne, pour naviguer, a des systèmes de navigation inertielle qui sont hybridés GPS, et comme ça le GPS permet de les recadrer, de les raligner régulièrement. Sur cet avion, si vos GPS ne fonctionnent pas, vous pouvez utiliser un DME, un système qui vous donne une distance par rapport à une station sol, pour vous recager les gyroscopes, si je puis dire, pour vous raligner à la position réelle de votre avion. Ce système, pour des raisons que l'on ne connaît pas à l'instant T, ne fonctionnait pas. Donc à partir de cette phase aux alentours des 4h40, vous avez une dégradation des performances de navigation. De manière très concrète, ce que cela veut dire, c'est que pour pouvoir se poser à Grozny ou n'importe où ailleurs, il va falloir une station sol, des systèmes au sol pour permettre une approche de précision. Or, les terrains de la région sont très mal équipés. Il ne va y avoir qu'un NDB qui est disponible pour pouvoir se poser à Grozny. Et le NDB, c'est vraiment, mais alors vraiment pas très précis. Et pour pouvoir vous poser, il vous faut des bonnes conditions météo, ou en tout cas des conditions pas trop dégradées. Ça, c'est l'impact de cette perte de GPS. Ça veut donc dire que vous avez une perte de la précision dans votre navigation et certaines choses, certains types d'approches dites GNSS, grâce au système satellite, ne sont plus disponibles. Pourquoi c'est important? Parce que les contrôleurs de Grozny vont avoir du mal à comprendre vraiment que l'avion est impacté et vont avoir tendance à l'envoyer vers des points de navigation que l'avion ne peut pas rejoindre en autonome. Il va donc être dépendant de guidage en cap de la part du contrôle. Maintenant qu'on vous a expliqué tout ça, on attaque dans le détail.
Donc, ils font leur première approche avec pour objectif de se poser à Grozny et ils sont autorisés à se poser à 4h51 pour une approche type NDB. La météo à Grozny n'est pas exceptionnelle et ils vont remettre les gaz à cause d'une approche non stabilisée. On en a déjà parlé sur la chaîne, on ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi elle n'est pas stabilisée, soit parce que les paramètres ne sont pas bons, soit ils n'arrivent pas à voir la piste, on ne sait pas à l'instant T. Toujours est-il, ils remettent les gaz et là le contrôle aérien veut les renvoyer vers une approche un peu mieux qui est l'approche GPS, l'approche AirNav. Or, comme on vient de le voir, leur GPS ne fonctionne pas, donc ils disent non, on ne peut pas. Alors ils sont envoyés vers un point, ils disent non, on ne sait pas aller vers le point, donnez-nous des guidages vecteurs. Et donc ils se font prendre de manière un petit peu en micromanagement par le contrôle pour pouvoir se représenter et refaire la même approche, la NDB. La météo ne s'est pas améliorée, ils n'arrivent pas à faire leur approche NDB. À ce moment-là, l'équipage décide d'annuler le vol et de revenir vers Bakou. Ils ont assez de pétrole. Plutôt que d'aller se poser sur un autre terrain autour, ils reviennent vers Bakou. C'est là où il y a le moins d'impact d'un point de vue opérationnel pour l'avion, pour les passagers. C'est une très bonne décision de commandant de bord. Ils sont alors autorisés à monter au niveau 80, à aller vers le point Pinta. Encore une fois, ils ne vont pas pouvoir y aller tout seuls. Et alors qu'ils sont en train de monter, à 5h13, peu de temps après la remise des gaz, et alors que quelques minutes avant, il y a eu des soucis à cause de brouillage sur leur position exacte et des allers-retours un peu bizarres avec le contrôle, eh bien 3500 pieds, alors qu'ils sont en virage à 26 degrés, ce qui est normal, avec une montée assez rapide, 3800 pieds par minute de vario, à 225 nœuds. Donc ils ont configuré l'avion, ils sont en train de réaccélérer pour monter, pour rentrer rapidement à Bakou. Avec les moteurs à 82%, eh bien, il y a des explosions qui arrivent. Dans un premier temps, l'équipage annonce qu'ils ont eu une collision aviaire, ce qui vient expliquer ce qu'on a vu dans la presse dans les premières heures après le crash, et également qu'ils ont eu une explosion au niveau de 2 sièges à l'arrière de l'avion. La problématique là qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne peuvent pas trop monter en altitude. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du niveau 90, au-dessus du niveau 100, eh bien, vous avez de l'oxygène qui doit être délivré par les masques aux passagers, parce qu'il n'y a plus assez de pression d'oxygène, donc les gens vont tomber dans la pomme si vous volez au-dessus. Donc il va y avoir des conversations pour ce qui est du niveau auquel monter, ne pas monter trop haut. Mais là, rapidement, ce qui va se passer, eh bien, notre équipage va essayer d'étudier ces différentes options. À partir de 5h13, l'impact des missiles fait qu'il y a des dommages au niveau des commandes hydrauliques. Donc ils vont rapidement perdre leurs 3 systèmes hydrauliques et ne vont plus pouvoir piloter l'avion de manière normale. Les commandes de vol ne vont plus fonctionner. Ils vont devoir utiliser les réacteurs pour pouvoir manœuvrer l'avion, ce qui est vraiment pas facile, ce qui est un exploit en soi. On l'avait déjà vu dans le cas de Sioux City, on l'avait vu également dans le cas de DHL. Là, à ma connaissance, c'est vraiment la 3e fois que sur un avion de ligne de cette taille-là, c'est mis en œuvre et c'est assez incroyable. Toujours est-il, pendant qu'ils font ça, pendant qu'ils arrivent à maintenir la contrôlabilité de l'avion alors qu'ils n'ont plus de commande directe à cause des dégâts qui ont impacté les systèmes hydrauliques, mais également la tringlerie à certains endroits, ils vont essayer de savoir où aller. Grozny est là, à 220 km, vous avez le terrain de Mineralny. À 140 km, vous avez un terrain, on va l'appeler Mac parce qu'il a un nom un peu compliqué, en bord de mer. Au sud, à 500 km, vous avez Bakou, et à 450 km de Grozny, vous avez Akhtou, qui est un petit peu moins loin que Bakou accessoirement. Dans un premier temps, ils vont se renseigner sur ce terrain à 220 km pour savoir quelle est la météo. Car ils ont toujours des soucis de GPS, maintenant ils ont des soucis de contrôlabilité, donc ils savent qu'il va falloir des conditions correctes, des meilleures conditions possibles pour optimiser leurs chances de succès. Parce que non seulement ils vont avoir du mal à contrôler l'avion, mais en plus ils vont avoir du mal à faire une approche de précision. Donc dans un premier temps, ils réfléchissent à 5h17 à aller dans cette direction-là. Ensuite, ils vont réfléchir à aller en bord de mer à 140 km et à 5h28, vous voyez, ça prend quand même du temps et c'est normal, hein, les gestions de panne, ils vont décider d'aller à Bakou, de retourner vers Bakou. 6 minutes plus tard, alors qu'ils sont en fréquence avec le contrôle de la région, le contrôle de la région revient vers eux et leur dit « Ok, vous êtes en route vers Bakou, mais est-ce que vous ne souhaitez pas plutôt aller vers ce terrain, Makachkala, ici, qui est situé dans le sud-est pour 160 km, parce que le terrain y est accessible et puis la météo est quand même pas trop mauvaise. » À ce moment-là, encore une fois, l'équipage fait un très bon process décisionnel, ils ne se précipitent pas, ils disent « Attends, donnez-nous plus d'informations, quelle est la météo à Bakou ?» Et là, ils se rendent compte qu'ils préfèrent les conditions à Bakou, et donc ils décident de continuer vers Bakou, qui accessoirement en plus c'est un terrain qu'ils connaissent très bien puisqu'ils en viennent. À 5h40 néanmoins, l'équipage se renseigne sur la météo à Akhtou.
Pourquoi? Parce que voilà, maintenant mentalement, ils ont réfléchi peut-être à leur approche, ils se rendent compte qu'à bas coût, la zone va être compliquée, qu'à coût autour, il y a beaucoup moins de civilisation, il y a beaucoup plus de champs, et ça sera peut-être plus facile de se poser et de sauver un maximum de personnes du côté d'Actu. Parce que là, n'ayez aucun doute, l'équipage sait très bien qu'il va y avoir des morts. C'est pas possible de sauver tout le monde sur un truc comme ça. Donc l'équipage a conscience qu'à ce moment-là, son objectif, c'est de minimiser les pertes humaines, que ce soit dans son avion ou au sol. Et donc il va demander la météo à 5h40 et à 5h42, décision est prise au final de traverser la mer pour aller se poser du côté d'Atku. S'ensuit la croisière, pas trop pour éviter que les gens tombent trop dans les pommes à l'arrière, et à 6h02, ils passent en fréquence avec Atku où ils vont déclarer un Mayday et vont être autorisés à se poser sur la piste 11, donc piste 11 qui est en gros dans un cap comme ça. Ils vont se rapprocher. À 6h22 et 20 secondes, ils vont commencer à configurer l'avion. Premier cran de volée, quasiment dans la foulée, ils vont sortir le train d'atterrissage. Deuxième cran de volée quelques secondes après. Et 1 minute 10 après avoir commencé la configuration, ils passent en flapstreak, troisième cran de volée. Ils ont maintenant leur configuration atterrissage et vont tenter une première fois de se poser. Et on va entendre à 6h24 et 52 secondes, mais également à 6h25 et 25 secondes, le GPWS, à ce moment-là, ils ont récupéré le GPS, qui vient les prévenir, attention, terrain, en gros, vous arrivez trop vite, trop fort par rapport au sol. Et il semblerait, c'est pas très détaillé dans le rapport préliminaire pour l'instant, mais qu'ils décident de remettre les gaz, de se représenter plusieurs fois pour optimiser leur chance de poser. Malheureusement, ils taperont le sol à 6h27 et 58 secondes, vous avez tous vu les images, avec 35 degrés d'inclinaison, avec une attitude vers le bas également, mais là, c'est à noter, c'est quand même assez incroyable, le commandant de bord et son copilote vont tout de même réussir à sauver près de la moitié des personnes à bord. 35 personnes vont périr, dont les pilotes, 29 vont survivre, celles principalement situées à l'arrière de l'avion. C'est assez incroyable de réussir dans ces conditions-là à sauver autant de personnes. Ça, c'est pour le déroulé des faits. Maintenant, qui est cet équipage qui a réussi à sauver 29 personnes? Eh bien, j'ai envie de vous dire, si je dois être passager sur un Embraer 90, c'est un petit peu le type d'équipage bien que j'aimerais avoir devant. Pourquoi? Parce que le commandant de bord, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience sur ce type d'aviation. Il a 62 ans, il est pilote depuis 1982, j'étais même pas né, il a 15 139 heures de vol et il a volé sur tout ce qui se fait dans l'ancien bloc de l'Est. De l'Antonov 2, du Yak-40, du Tupolev 134, de l'Antonov 140 et après de l'ATR 42, 72, avant de passer sur les Embraer 170, 190 et accrochez-vous bien, il a plus de 7000 heures de vol sur type. Autre point remarquable, sur les 30 derniers jours, il n'a que 46 heures de vol. Il arrive donc en pleine forme. Et son copilote, c'est pareil. 29 ans, pilote depuis 2015, que 828 heures de vol, 158 sur Cessna avant de passer sur Embraer. Donc c'est un jeune produit sur Embraer, 670 heures sur Embraer, mais lui, il n'a que 10 heures dans les 30 derniers jours. Donc là, vraiment, on voit qu'on a un fort gradient d'autorité quand même dans le cockpit, mais avec un commandant de bord extrêmement expérimenté, avec un jeune copilote à côté. C'est généralement ce qui pousse les commandants de bord à être vraiment parfaits en termes de procédure, en termes de leadership, parce qu'il forme en même temps le jeune à côté, même s'il a ses qualifications. Et vous êtes avec un commandant de bord qui a une expérience et un bon sens paysan, qui est forcément présent au vu de son expérience, de son nombre d'heures de vol et des machines et des zones sur lesquelles il a volé. D'ailleurs, on s'y trompe pas, derrière, les décisions sont logiques, sont réfléchies, sont mûries, il y a une maîtrise du temps et surtout il y a une dextérité dans la gestion de l'avion. C'est grâce à ça qu'il y a eu autant de survivants. Maintenant, pour ce qui est de l'avion, il est sorti en 2013, près de 10 000 atterrissages, rien de spécial vraiment à préciser sur l'avion, il était entretenu normalement et sans cette intervention extérieure, apparemment 2 explosions de missiles, eh bien il serait toujours en train de voler, on n'entendrait pas parler. Maintenant, petit point sur GPS, GPWS et NDB. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le GPWS qui est là pour vous prévenir si vous risquez de rentrer dans le sol, soit parce que vos paramètres ne sont pas stables, soit parce qu'il y a une montagne devant vous. Il y a eu des déclenchements intempestifs du GPWS dans la première phase de vol, probablement parce que le GPWS, au vu des informations sur lesquelles il se nourrit, eh bien il va avoir des fausses alertes si
il a une mauvaise idée d'où est sa position. Donc c'est un problème qu'on a dans l'aviation depuis maintenant quelques années. Dans des endroits où il y a du brouillage GPS ou de la déception GPS, certains de vos systèmes embarqués, comme le GPWS, peuvent vous faire des alarmes intempestives. Regardez sur Internet, il y en a, ils sont au niveau 350 et le GPWS se met à sonner. Terrain, terrain. Pull up. Pull up. Pull up. Terrain, set max thrust. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Le problème, c'est quoi? C'est que normalement, quand le GPWS sonne, vous faites une manœuvre d'évitement pour éviter le sol. Maintenant, quand vous avez des déclenchements intempestifs, ça vous apprend ou ça vous fait de l'expérience à piloter au travers du GPWS. Donc, c'est un point remarquable pour ce qui est bien, du monde de l'aéronautique en 2024-2025 avec toutes ces zones de guerre ou de conflit, où les avions de ligne évoluent alors qu'il y a du brouillage GPS. Petit point quand même sur les NDB et sur les terrains. Ces 20 dernières années, nous sommes allés sur un désengagement des systèmes sol sur de nombreux terrains. Pour faire très simple, pour vous poser sur un terrain, soit vous avez un ILS, ça demande des calibrages, un système sol, de la maintenance, soit vous avez des VOR DME, ça c'est plutôt à l'ancienne, soit maintenant on s'est dit on peut tout remplacer par des AirNav. Les AirNav, c'est avec les constellations de satellites, les GNSS. Donc il y a eu un désengagement des systèmes ILS, un désengagement des systèmes un petit peu à l'ancienne qui demandent beaucoup de ressources, beaucoup d'entretien et de calibration, pour se dire on peut tout faire en AirNav. Et ce qu'on se rend compte depuis maintenant environ 5 ans, c'est que l'AirNav c'est bien, mais si vous avez des soucis de GPS, eh bien vous pouvez plus les faire. Et donc là, on parle souvent de l'effet falaise, c'est un petit peu ce qui se passe sur le terrain de Grozny. Vous avez normalement des AirNav qui vous permettent de faire des approches avec des météos assez dégradés. Si vous n'avez pas un GDOP suffisant, donc le GDOP c'est votre score en fait de précision GPS, et bien derrière ce qui est proposé c'est du NDB qui est quelque chose qui est vraiment à l'ancienne, de chez l'ancienne, avec une précision qui est plus que discutable. Donc là ça vient nous faire toucher du doigt un talon d'Achille de l'aviation civile, à savoir se dire que le GPS, le GNSS de manière large, va pouvoir nous permettre de désengager des systèmes d'approche à l'ancienne. Et en fait, le jour où le GNSS ne fonctionne pas, on se retrouve avec des conditions extrêmement dégradées. Le parallèle est intéressant pour la guerre moderne, que ce soit pour les pilotes de combat, que ce soit pour les drones, que ce soit pour les troupes au sol. On est habitué à de l'ultra-technologie, de l'ultra-connectivité, on commence à vous couper les GPS, on commence à vous couper les satellites, vous avez un effet falaise, une énorme perte en capacité à cause de cette perte technologique. Maintenant, dernier point, très important, vous savez que j'aime bien les citations, on entend ce que l'on attend. On entend ce que l'on attend. Il faut se méfier de ça. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que dans les premières heures et les premiers jours qui ont suivi cet accident, il a été expliqué dans de nombreux médias que les Russes avaient interdit à l'Embraer 190 de l'Azerbaïdjan de se poser sur leur territoire, avaient fermé leur espace et lui avaient dit de partir. Au vu du rapport préliminaire qui nous vient de l'Azerbaïdjan, qui prend quelques pincettes, il faut le reconnaître, en ne nommant pas spécifiquement le fait que ce soit des missiles tirés depuis le territoire russe qui est touché et endommagé notre Embraer 190, mais qui nous donne quand même accès à toutes les informations et toutes les communications entre le contrôle et l'avion, sans oublier le fait qu'à cette enquête participent des Brésiliens et d'autres nations. Eh bien, on voit clairement que ce n'est pas le cas et que les Russes n'ont pas interdit leur espace aérien au vu des informations disponibles à l'instant T à l'Embraer 190 et que la décision de partir à Atkou était une décision souveraine de la part de l'équipage, équipage qui s'est même vu proposer le terrain en bord de mer à 5h34 Zulu où le contrôle aérien lui a dit c'est quoi votre décision? C'est bien une décision d'équipage, c'est bien eux qui, en cas de panne, décident où ils se posent. Donc toute cette histoire de les Russes ont voulu fermer l'espace aérien pour qu'ils aillent s'écraser dans la mer, on entend ce que l'on attend, on vous parle souvent du danger de biais de confirmation, c'est malheureusement repris dans de nombreux médias, je vous renvoie vers la définition de la propagande et du danger de vouloir ou de chercher à se faire une opinion alors que l'on ne dispose pas de tous les éléments. Donc là c'est un rapport préliminaire, on ne dispose pas encore de tous les éléments. J'ai voulu vous exposer la timeline telle que l'on la connaît. Il va falloir attendre sûrement 1 an ou 2 ans avant d'avoir tous les éléments disponibles. Ce qui est très intéressant, c'est que comme dans cette enquête, il y a des observateurs et des contributeurs étrangers, s'ils ne sont pas d'accord avec les résultats de l'enquête, un petit peu comme on a pu le voir avec l'Égyptaire, on sera mis au courant, car les autres nations ont droit à la parole et de nous informer. Donc si les enregistrements sur lesquels cette vidéo s'appuie se révèlent être faux ou être trafiqués, d'ici 1 an,
au pire 2 ans, on sera au courant. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui s'est passé ce 25 décembre avec cette Embraer 190. On avait parlé dans nos vidéos précédentes de la difficulté pour des pilotes civils et l'aviation civile d'aller se poser dans des zones qui peuvent se retrouver être des zones de guerre. Je vous rappelle que autour de ces horaires-là, il y a eu arrivée sur zone de drones ukrainiens, mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une attaque de drone ou une attaque de missile pour avoir des erreurs de la part des défenses aériennes. On l'avait vu par exemple avec l'Iran, qui avait abattu un 737 de la compagnie nationale ukrainienne avec de nombreux Canadiens à bord. Tout ça, c'est disponible sur la chaîne si vous voulez creuser ou vous remémorer un petit peu les leçons de cette époque-là. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et mettre la cloche pour savoir quand on sort notre prochaine vidéo. Normalement, c'est demain, vendredi, on va parler de l'armée américaine. Alors je vous dis à demain, et d'ici là, fly safe.